Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc je vous présente Johan. Bonjour à tous. Du coup, je te laisse te présenter. Donc, Johan de la société BlackRock Games. Donc, j'ai créé la société en famille et avec des amis en 2007. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Et donc, au début, avec la création d'un jeu, le jeu Garçon, donc sur lequel mon oncle Alain Ollier donc, avait créé le jeu. Tony Rochon, donc un ami, l'avait illustré. Et on s'était lancé sans trop connaître le milieu du jeu avec l'édition de ce jeu. Donc, on a tout fait de A à Z, la création, l'édition et la distribution. Et ensuite, ben, chaque année, on a réédité celui-ci, édité quelques nouveaux jeux créés par Alain. Puis petit à petit, ben, la distribution a pris le pas sur l'édition et à partir de 2015, on a arrêté la partie édition pour se consacrer à la distribution. Quelles sont les études que tu as faites? Donc, des études qui ne me prédestinaient pas forcément à ce rôle-là. J'étais en STAPS, donc en fac de sport. Donc, au début, pour être professeur d'éducation physique, puis après, donc, ma licence, c'était dans ce cadre-là. Puis après, un master en management du sport. Et c'est justement au cours de ce master que j'ai fait un projet sur la communication et la commercialisation d'un jeu sur le thème du sport. Donc, en l'occurrence, un jeu de vélo qu'Alain avait créé et depuis très longtemps. Et donc, on s'était dit, ah bah, tiens, ce serait chouette de faire un projet autour de cela. Et donc, c'est à ce moment-là, là, en 2003, enfin 2004-2005, qu'on avait découvert un petit peu le milieu du jeu de société. Donc, on avait fait le lien entre le sport et le jeu de société via ce jeu qui est sorti plus tard sous le nom de Leader One. Du coup, donc à 2003-2004, c'est là que vous avez commencé à créer la société ou comment ça s'est passé? Maintenant, après 2005, donc il y a eu ce projet d'études. Euh, à ce moment-là, donc c'est le moment où on s'est dit, tiens, c'est pas parce qu'il y a 2 millions de cyclistes que l'on va vendre 2 millions de jeux. Donc on s'est dit, ça pourrait peut-être être bien de faire un jeu plus simple, plus rapide, plus facile à éditer. Et donc finalement, là où pendant 15 ans, il avait avancé sur le développement de ce jeu-là, mais très rapidement, il a créé le jeu Garçon. Et là, c'est en participant à des concours de créateurs que le jeu avait été nommé au concours de Panazol, à Limoges, festival qui s'appelait Panazol Jeux. Et au cours duquel, bah, en faisant jouer les gens, on s'était dit, ah, bah, c'est super, déjà c'est super de montrer un jeu, c'est super de les voir sourire, s'éclater avec ce jeu-là. Et donc ça, c'était en 2000, fin 2005, voire 2006, et où on s'est dit, bah, tiens, ce serait peut-être bien de mener ce projet à terme et donc d'éditer ce jeu. Voilà. Donc après, le jeu, enfin la société a été créée tout début 2007 avec dans l'idée de créer le jeu, enfin, d'éditer le jeu Garçon. Ok, donc vous avez d'abord été créateur d'un jeu de société et ensuite vous êtes devenu éditeur. Voilà, créateur, puis éditeur et puis distributeur, parce que ce jeu-là, on s'est dit, il y avait le Festival de Cannes en février 2007, on s'est dit, bah, avant d'aller au festival, on va descendre, enfin, on va mettre les jeux dans le coffre et puis passer voir des boutiques et leur présenter. Et donc, c'est un petit peu comme ça que la distribution a démarré, c'est-à-dire que je passais dans les magasins, présenter le jeu, et les boutiques, si elles le souhaitaient, ben, les avaient directement. Donc, on s'est lancé un petit peu ainsi. Et puis après, à Cannes, sur le salon, s'est bien déroulé. Et finalement, bah, les semaines qui ont suivi, on a continué à faire quelques tournées. Et vu que ce principe plaisait bien, on a continué ainsi. Ok, et du coup, le nom enfin, de la création de votre boîte, c'est BlackRock. Alors, au début, c'était BlackRock Édition. Ok. Euh, alors, de manière, on ne savait pas. Alors, déjà, on n'avait pas dans l'idée qu'on allait aller plus loin que le jeu garçon. Donc, pour nous, le nom de la société n'était pas très important parce qu'on se disait, bah, l'important, c'est le nom du jeu. Et voilà, après, bon, il fallait bien créer une société et donc il fallait lui trouver un nom. Et mon oncle habitait à La Roche-Noire, donc on s'est dit, tiens, on va appeler la société les Éditions de La Roche-Noire. Et finalement, il y avait une société qui s'appelait les Éditions de la Haute-Roche. Donc on s'est dit, bah, tiens, on va pas appeler comme ça parce que ça a la mal d'arriver dans un secteur et d'avoir un nom proche de quelqu'un d'autre. Et donc son adresse mail de l'époque, c'était blackrock@, ça devait être du Wanadu, voire
autre chose, mais quelque chose comme ça. Et donc, on s'est dit, oh, bah, c'est bien, en plus, ça fera international. Donc, on a fait BlackRock Edition et on n'avait pas fait attention qu'il y avait Black Book Edition. Donc, d'ailleurs, on était encore plus proche d'un autre éditeur. Mais donc, voilà, on avait créé la société sous le nom de BlackRock Edition. Et quelques années plus tard, notamment quand la distribution a commencé à prendre un petit peu plus d'importance, on a changé le nom en BlackRock Games, là avec une volonté justement un petit peu plus d'international et de correspondre un petit peu plus à ce qui était devenu l'activité. Ok. Et du coup, BlackRock, au moment où vous l'avez créé où? Mais nous, on est situés, enfin, on est tous auvergnats, donc soit sur Clermont, Vichy et aux alentours de ces deux villes. Alain, lui, était sur la Roche-Nord et donc c'était vraiment de chez nous. Et la société a été à la palisse chez ma maman, parce que vu qu'on était tous les deux fonctionnaires avec mon oncle, on ne pouvait pas être gérant de société. C'était ma maman qui était la gérante et les locaux étaient donc chez elle. Ok. Tout démarre à chaque fois chez soi dans des garages, donc c'est que C'est c'est ça, souvent, oui. bien. Et du coup, donc c'est toujours au même endroit? Enfin, je veux dire, vous avez grandi, vous avez pris des locaux. Comment ça s'est passé tout ça? Mais après, progressivement, voilà, avec un jeu qui plus est, un petit jeu de cartes, ça ne prenait pas beaucoup de place, mais au fur et à mesure, on a fait des jeux qui étaient un petit peu plus gros, comme Strada Romana, Leader One, Jarnac. Puis on a commencé, après on a eu d'autres jeux comme The Boss. Donc ces jeux-là, plus après on commençait à prendre quelques jeux en distribution, ça a commencé à faire des volumes, à représenter des volumes un petit peu plus conséquents. Donc à partir de 2012, une fois que les jeux ont commencé à empiéter dans la salle de bain, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc là, dans l'optique de personnes, donc à ce moment-là, j'étais le seul salarié, mais on commençait à envisager de recruter des personnes et on s'est dit que ces personnes-là seraient plutôt sur Clermont et sur Clermont-Ferrand. Et donc, on a cherché un local autour de Clermont-Ferrand. Et donc, au début, on a pris un premier local à Romagna, dans une ville à quelques kilomètres de Clermont. Puis après, ça s'est agrandi. On a pris un second local qui touchait celui-ci en 2015, puis un troisième en 2018. Et finalement, on était à l'étroit. Et donc, on a déménagé là. Enfin, on a fait construire un nouvel entrepôt à Vermonton, toujours sur la banlieue clermontoise. Et là, qui correspond plus aux besoins que l'on avait en termes de stockage. Voilà, et au niveau des bureaux également, même s'il y a une partie de l'équipe en télétravail, il y a pas mal de monde maintenant dans les bureaux à Vermonton, donc toujours dans la région. Ok. Donc en fait, vous avez eu trois lieux, enfin trois endroits, et Ouais. là, vous êtes dans un seul et même endroit, en fait. Vous n'êtes pas à différents endroits. Non, voilà, à chaque fois, les endroits précédents ont été laissés, et donc là maintenant, toute l'équipe présente au siège travaille de Vermonton. Et après, on a des commerciaux sur la route qui, eux, sont chacun dans leur région respective. Une équipe e-sport où là aussi, ils ne sont pas basés pour la plupart à Vermonton. Et après, des personnes sur le niveau de la communication ou d'événementiel ou sur certaines parties qui ne sont pas non plus à Vermonton. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 35, enfin, on est 35 personnes et il y en a 15-20 enfin, une vingtaine à Vermonton et une quinzaine à droite à gauche. Purée, ça a bien énergie. Du coup, comment ça s'est passé? C'est à quel moment où tu t'es dit, bah là, on va prendre un lieu. Donc, c'était parce qu'il y avait plus de place, mais aussi à quel moment tu as voulu embaucher des personnes et que tu as pu les payer et que ça a grossi. Mais ça s'est fait. Alors, ce qu'on disait souvent, c'était avec un certain bon sens paysan et d'Auvergnat près de ses sous, où on se disait, quand vraiment on pouvait plus faire, enfin, quand je pouvais plus faire les choses tout seul ou avec justement les cinq associés fondateurs, enfin les quatre autres associés avec moi fondateurs qui n'étaient pas salariés mais travaillaient en dehors de leurs horaires, de leur boulot principal. Euh, voilà, une fois qu'on a pu faire nous-mêmes, on s'est dit, tiens, c'est important de recruter quelqu'un, puis après un autre, puis un autre. Et donc, c'était à chaque fois vraiment quand on n'avait pas la possibilité de faire autrement et qu'on se disait que c'était un plus pour la société.
et qu'on en avait les moyens financiers parce que les jeux qu'on avait à ce moment-là, les nouveautés à venir, essayer de suggérer des mois à venir intéressants, ben, on le faisait, mais voilà, c'était vraiment en se disant, enfin, on n'a jamais fait un prêt bancaire, c'est-à-dire que c'était à chaque fois, une fois qu'on se disait, ah, là, on peut le faire et on a de quoi avoir venir et tout ce qui devrait arriver dans les 15 mois, s'annonce plutôt intéressant, ben, allez, faisons-le, mais c'était vraiment progressivement et voilà, pas à pas que l'on a embauché, puis pris un nouveau local, qui a grandi, on a pris des risques mesurés à chaque fois. Et tu disais qu'au tout début, donc, tu étais fonctionnaire, c'est-à-dire tu faisais un boulot à côté de ça ou pas du tout? Alors, je finissais mes études et j'étais pion, enfin, j'étais toujours en études et j'étais surveillant en internat. Justement, mon oncle Alain était directeur du centre de préformation, un centre de préformation foot, et moi j'étais surveillant dans ce centre-là. Voilà, donc c'était dans ce cadre-là que j'étais fonctionnaire et donc j'avais mes études à côté. Et puis je commençais à prendre la route du coup, pour présenter le premier jeu. Oh là là, tu devais pas arrêter et tu devais faire des bonnes semaines de 70 heures, quoi. Après, ça l'est toujours un plaisir. Donc, c'est vrai que quand c'est dans ce cadre-là, enfin, et enthousiasmant et sympa ben, de découvrir le jeu, d'avoir quelque chose qui porte vraiment. Donc, c'est vrai que c'est pas ressenti de la sorte, quoi, pas vu comme c'est vraiment le quotidien. Et puis, tu te diras, tiens, quelle nouvelle région je vais découvrir maintenant, quel va être l'accueil sur le jeu, tiens, super, un nouveau festival. Donc, c'était vraiment très, très gai. Ok. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire bah, combien de salariés il y a en tout bah, dans la boîte? Donc là, ben, on est 35. Alors, tout le monde n'est pas salarié. Il y a quelques personnes qui sont notamment des agents commerciaux, qui sont des agents multicartes et donc qui n'ont pas que la partie BlackRock. Mais voilà, en gros, il y a 35 personnes qui travaillent pour BlackRock Games dans le principal activité. Euh, voilà, et donc tout ça, c'était là aussi progressivement et surtout ben, depuis à partir de 2016-2017 que ça a commencé à se développer de manière un petit peu plus forte et où chaque année, il y a eu pas mal d'embauches. Et là, on est peut-être arrivé à un moment où il va y avoir un petit peu moins d'embauches. Enfin, on arrive à une certaine, un bon équilibre quoi, en termes d'équipes qui travaillent au sein de BlackRock et de besoins pour bien réaliser ce travail. Ok. Et du coup, la période du Covid, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un gros rush et après c'est bien remonté ou comment ça s'est passé? C'était assez particulier, c'était assez intéressant finalement parce que bah, ça a appris à se réinventer, à essayer de trouver une nouvelle façon de présenter les jeux, de nouvelles façons de communiquer autour de ces jeux. Donc ça a été très riche d'enseignement. Et donc bah, tout le monde était hyper impliqué et ça fourmillait d'idées. Donc c'était très intéressant et d'autant plus que bah, après un moment très inquiétant au niveau des ventes, parce que forcément les magasins à l'arrêt, et pas encore outillés pour faire de la vente en ligne. Ben, finalement, les ventes étaient quasiment à l'arrêt enfin, les premières semaines, donc voilà, un petit peu inquiétant à ce niveau-là. Mais après, très vite, on a vu que c'était plutôt ben, que les sites web fonctionnaient bien. Puis après, dès qu'il y a eu la première réouverture des magasins, donc là au contraire, il y avait une dynamique, une très forte dynamique, et que les boutiques avaient beaucoup de nouveaux clients, une clientèle qui redécouvrait le jeu de société, enfin qui découvrait le jeu de société moderne, qui redécouvrait, réapprenait un petit peu à jouer, et donc finalement qui est devenue une nouvelle clientèle très, très intéressante, qui a voulu se constituer une ludothèque, et donc ça a été une période plutôt après très porteuse, y compris quand il y a eu le nouveau confinement, où là, les boutiques bien, avaient de quoi répondre à la forte demande de cette période où les gens, quand ils étaient chez eux, ben, justement, avaient encore plus envie et besoin de jouer. Et donc là aussi, ben, les boutiques se sont démenées pour trouver des solutions pour mettre à disposition les jeux et pour faire vivre les jeux. Donc au final, ça a été une période très, très porteuse pour le secteur ludique en général.
Wow, super. Beau parcours. Et vous avez toujours participé chaque année au Festival de Cannes ou comment ça se passe au niveau des festivals? Mais au niveau de Cannes, ça a été vraiment les débuts. On s'est lancé avec ce festival-là, avec une table d'auteurs. Euh, donc voilà, un petit emplacement pour présenter le jeu garçon et qui avait déjà eu un bel accueil et ce qui nous a permis un petit peu de nous lancer. Et après, chaque année, Cannes est revenu comme un moment clé de l'année où on prévoit un petit peu des sorties par rapport à ce festival-là et on fait en sorte de pouvoir bien communiquer sur le jeu que l'on présentait. Et après, ces dernières années, la Cannes a pris vraiment une grosse ampleur aussi au niveau professionnel. Donc, les premières années, on participait vraiment uniquement sur la partie grand public. Et après, ces dernières années, plus la partie professionnelle se développait, plus on avait un espace conséquent pour accueillir les boutiques, pouvoir les faire jouer aux dernières nouveautés qui venaient de sortir, mais surtout aux nouveautés des 6 mois qui suivent et où ça permet vraiment d'avoir une bonne tendance pour les boutiques. C'est un moment très intéressant pour pouvoir être formé à un nombre de jeux, parce que c'est vrai que le secteur s'est vraiment développé en nombre de sorties et c'est difficile maintenant, voire impossible pour les boutiques de jouer à tout et donc de pouvoir se faire un avis en voyant le matériel, en rencontrant l'éditeur, en pouvant échanger sur les jeux, ça lui permet finalement de gagner beaucoup de temps pour le reste de l'année. Donc c'est vraiment un moment clé, le Festival de Cannes, à tout niveau. Et après, on a toujours un petit peu de la même façon qu'on allait dans les boutiques pour présenter les jeux. Donc au début, je le faisais sur toute la France et après, les premières embauches ont justement été à ce niveau-là, au niveau commercial, pour que ce travail-là puisse être fait par plus de personnes et qu'on puisse présenter les jeux à un maximum de boutiques. Et les festivals, on le voyait également comme ça, comme un bon moyen de faire découvrir les jeux et d'être riche aussi d'enseignement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente un jeu sur un festival, ce retour public est hyper important pour sentir avoir le pouls du jeu et de comment il est perçu par le client final et est-ce qu'il a de bonnes chances de bien s'installer et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement bien l'installer. Au contraire, s'il marche moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour le redynamiser. Et s'il marche très fort, c'est souvent le lieu principal pour permettre aux bouche-à-oreille de se développer. Donc voilà, on a toujours fait en sorte après de participer à un maximum de festivals sur toute la France. Et comme là, mettons, je regardais la semaine dernière, donc on était mi-avril et entre mi-avril et le 15 juin, on participe à une quarantaine de salons, de festivals. Alors pas en étant présent physiquement BlackRock à chaque fois, mais soit par une présence d'animateurs, soit de personnes de l'équipe, soit par de la dotation au festival en question. Et donc souvent en lien avec la boutique du secteur. Donc voilà, on fait en sorte d'être présent sur un maximum de festivals. Et vous êtes monté à combien de jeux de société à peu près dans la boîte? On a un catalogue de 5 à 600 jeux qui, depuis quelques années, finalement, on a à peu près une centaine un peu plus de 100 sorties par an, 100, 120 sorties par an. Mais finalement, avec les jeux qui s'arrêtent lorsqu'ils ne sont pas réédités, et finalement, ça progresse, mais assez, voilà, on est passé ces dernières années de 400 à 440 à 470 à 490. Donc, ça continue à monter, mais voilà, entre les jeux qui sortent et les jeux qui s'arrêtent, ça progresse assez peu. Et le but, c'est justement de ne pas trop élargir. On refuse énormément de propositions de nouveaux éditeurs ou d'éditeurs étrangers pour essayer de maintenir un catalogue assez étroit malgré ce très grand nombre de titres, mais d'essayer de le limiter au maximum ce nombre pour pouvoir bien présenter les jeux à chaque boutique et de pouvoir bien échanger au quotidien avec nos éditeurs pour progresser ensemble, quoi, finalement. Parce qu'on se dit que si on avait trop de jeux, encore plus d'éditeurs, ce serait difficile d'avoir une relation de proximité aussi forte avec chacun. Et finalement, ça serait sans doute moins porteur pour l'éditeur et pour nous. Ouais, parce que tu pourrais enlever peut-être des fois des jeux du catalogue pour en mettre des nouveaux, en fait. C'est comme ça que ça se ferait, ou pas forcément? Voilà, alors, c'est pas
une volonté, on se dit pas, tiens, on va arrêter le jeu, mais quand un jeu finalement commence à avoir des ventes un petit peu plus faibles et c'est souvent pas forcément évident d'écouler la fin du stock. Et donc finalement, quand on sent qu'on peine à écouler le stock d'un jeu, bon, celui-ci, une fois qu'on arrive au bout de la production que l'on avait, il n'est pas utile d'en relancer une. Et donc, dans ces cas-là, forcément, le jeu s'arrête. Et après, sur les nouveaux jeux, on fait en sorte, enfin, on fait attention justement à ce qu'il y ait une complémentarité au sein du catalogue et qu'il n'y ait pas de jeu qui puisse faire concurrence à un autre jeu du catalogue. Et voilà, on est vraiment attentif à ça, à faire en sorte qu'il y ait de quoi proposer une offre attractive pour chaque boutique, mais sur des jeux qui ont une bonne complémentarité et qui ne rentrent pas en confrontation l'un contre l'autre. Ok. Et comment vous avez fait donc pour développer, pour pouvoir vendre à l'échelle nationale et même plus, je pense. Et bien après, ça s'est fait petit à petit de la même façon, c'est-à-dire qu'au niveau de la France, à force de tourner un petit peu sur toute la France, de cibler les boutiques qui semblaient des boutiques un petit peu phares, finalement, on a pu avoir rapidement un nombre de boutiques intéressantes. Puis après, avec des jeux qui ont eu des succès un petit peu plus grands, pouvoir être dans plus d'enseignes aussi, de grandes surfaces spécialisées ou choses comme ça. Donc finalement, ça s'est fait progressivement avec toujours les boutiques spécialisées en principal, en tant que principale boutique, quoi. C'est-à-dire que nos jeux ont plutôt une ADN qui correspond parfaitement aux boutiques spécialisées. Et c'est grâce à elles qu'un jeu que le bouche à oreille se fait autour d'un jeu. Donc voilà, on a au début vraiment essayé de manier le territoire au mieux avec ces boutiques-là. Et après, finalement, quand déjà on rencontrait des grands succès, ça nous a permis d'être dans la plupart des enseignes de grandes surfaces spécialisées ou des enseignes culturelles, et donc que nos jeux soient présents dans un maximum de points de vente là en France. Et après, à l'export, on était dès le départ dans les pays francophones, mais après, pour l'international, on était dans quelques pays, mais surtout après avec l'arrivée de Thibaut Quintens, qui est devenu par la suite associé, que l'on a pu développer nos jeux à l'international, on a trouvé des partenaires dans différents pays. Et petit à petit, là aussi, un petit peu comme en France, où quand la distribution a bien fonctionné, on a eu de plus en plus d'éditeurs qui nous ont sollicités pour les distribuer. Là, au niveau de l'export, c'était un petit peu la même chose. On a commencé à distribuer nos jeux. Puis, une fois qu'on a commencé à trouver pas mal de partenaires étrangers, on a plusieurs éditeurs qui ont commencé à nous contacter pour qu'on distribue leurs jeux à l'étranger. Et finalement, après, on a créé un département export pour vraiment s'occuper de la distribution des jeux de certains de nos éditeurs à l'international. Et donc aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes qui s'occupe du coup de présenter les jeux à 150 à peu près partenaires dans le monde et à faire en sorte que le jeu soit présent dans un maximum de pays. Donc les jeux, ils sont créés donc là où vous êtes, dans la boîte là où vous êtes, près de Clermont-Ferrand, j'ai pas retenu le nom. Alors, c'est l'éditeur qui, lui, va créer le jeu, désormais, enfin, un auteur qui crée le jeu, après l'éditeur qui va l'éditer, euh, voilà, en se rapprochant d'un illustrateur, en trouvant la meilleure économie possible pour le jeu. Ce jeu, il va le faire fabriquer auprès d'un fabricant, donc soit en France, en Pologne, en Allemagne ou en Chine, euh, ou d'autres, parce qu'il y a des fabricants là maintenant un petit peu partout dans le monde. Et donc le jeu va être fabriqué chez un fabricant de jeux. Et après, de ce fabricant-là, du stock va arriver en France pour les jeux qui vont être vendus en France, mais après, il va partir directement. Il va y avoir 2000 exemplaires en espagnol qui vont partir directement chez le partenaire espagnol, 1000 exemplaires italiens qui vont partir directement chez le distributeur italien, etc., etc. Donc les jeux, là, ne transitent pas chez nous, mais il y a des productions qui se font avec euh, un éditeur va produire X milliers de boîtes pour la France, X milliers pour tel autre pays, X milliers pour tel autre pays. Et après, les jeux vont être dispatchés directement du fabricant chez le distributeur. C'est impressionnant, bravo pour le parcours. Et du coup, quels sont les projets pour la suite?
Eh bien, c'est continuer. Alors, le milieu du jeu s'est professionnalisé ces dernières années. Donc, le but, c'est d'être à la hauteur des exigences qu'il peut y avoir un petit peu à tout niveau en termes de qualité de jeu, qualité de communication, qualité de présentation aux boutiques, d'originalité au niveau des jeux. Et donc tout ça va faire en sorte de conserver, d'avoir toujours la même relation de proximité avec nos éditeurs, mais aussi avec nos boutiques. Et donc ce qui nous caractérise et ce qui fait qu'on apprécie au quotidien de travailler dans ce domaine, c'est justement cette bienveillance qu'il y a dans le marché du jeu et que même si les sociétés entre elles sont concurrentes, il y a finalement beaucoup de bienveillance et chacun fait en sorte de faire un jeu qui va pouvoir plaire au plus grand nombre et après de pouvoir plaire, de pouvoir toucher au mieux la cible du jeu. Et le but, finalement, c'est de continuer à trouver les pépites de demain, de surfer sur les tendances et si possible de faire émerger de nouvelles tendances. Mais après, voilà, il n'y a pas de grands changements, on va dire, au sein de la société où on se dit, tiens, demain, il faut changer du tout au tout telle partie de l'activité et plutôt faire ci ou plutôt faire ça. Non, l'idée, c'est plutôt de bien continuer avec tous les éditeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui et finalement, comme on l'a fait un petit peu depuis le début, continuer à grandir ensemble, quoi. C'est-à-dire que nous, continuer à grandir, mais quand on le fait, que l'éditeur, que ça puisse être la même chose pour lui, pour la boutique également. Et donc, là où les, les dernières années étaient très porteuses un petit peu pour tout le secteur, forcément, c'était facile, entre guillemets, d'être dans cette dynamique-là. Là où actuellement, on sent que ça se tend un petit peu plus et que ça peut devenir un petit peu plus difficile dans les mois ou années à venir, c'est d'autant plus important de garder ce cap et de continuer à bien prendre, d'être attentif à tout ce qui se passe autour et de pouvoir répondre au mieux aux attentes et voilà, de partager au maximum avec les différents interlocuteurs pour bien rester dans les tendances de demain. Et on travaille avec une trentaine d'éditeurs francophones, une dizaine d'éditeurs internationaux. Donc voilà, qui constitue le catalogue, on a une quarantaine d'éditeurs. Voilà, et ces éditeurs vont de une personne à une dizaine de personnes. Donc à chaque fois, c'est des sociétés plutôt des TPE ou des PME. Mais on travaille avec une quarantaine d'éditeurs différents et après beaucoup de boutiques, voilà, où là chaque commercial travaille avec 200 à 300 boutiques chacun. Donc, on a un petit peu plus de 1200, 1500 boutiques. Ça fait, ça occupe bien chaque personne au sein de la société. Oui, oui, ça, je veux bien y croire. Tu arrives quand même à faire des semaines de 35 heures ou t'es dans les 70 heures? On compte toujours pas vraiment ça. Voilà, les semaines sont bien chargées, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler dans un milieu qui nous passionne et où finalement on peut du bien et du moins bien. Il y a de jamais pouvoir se reposer entre guillemets, mais disons que c'est intéressant justement de ne pas pouvoir se reposer sur ses acquis, mais toujours devoir trouver le bon jeu de demain, faire en sorte que le jeu d'aujourd'hui puisse marcher au mieux. Donc il y a toujours beaucoup à faire finalement pour continuer d'aller de l'avant. Et on ne peut pas se dire, tiens, ça y est, tel jeu est là et il nous permet de nous reposer. Voilà. Toujours pour que ce jeu puisse marcher, enfin continuer de bien fonctionner, il faut beaucoup travailler pour trouver les bons jeux de demain et faire en sorte qu'il puisse lui aussi s'installer. Il faut aussi également toujours proposer des choses nouvelles et Comment ça se passe au niveau des contrats quand tu es en lien avec un éditeur au niveau de l'argent, comment ça se passe tout ça au niveau de la distribution? C'est toi qui proposes un prix ou c'est l'éditeur ou vous négociez tous les deux ou... alors c'est souvent l'éditeur qui arrive avec le jeu qu'il va éditer. C'est à peu près une des premières questions que l'on va poser, c'est justement dans quel
à quel tarif approximativement ils pensent vendre le jeu au client final, quel va être le format du jeu, quel va être son prix. Voilà, ça fait partie des premières questions. Après, on va pouvoir échanger pour dire, ah bah, tiens, oui, ça semble très pertinent, ou ah, attention, actuellement, la tendance est plutôt vers tel ou tel type de jeu, donc ça vaudrait peut-être le coup de baisser un petit peu, ou au contraire, bah, pour un jeu comme ça vaut peut-être le coup que le matériel qu'il y ait un effet waouh autour du matériel et d'augmenter un petit peu. Donc, il va y avoir des questions à chaque fois sur le prix, mais c'est l'éditeur qui, en fonction des devis qu'il obtient et voilà, du positionnement du jeu, qui va fixer ce prix. Et après, ben, nous, on revend à un certain prix aux boutiques, enfin, avec une marge qui est toujours la même auprès des boutiques. Puis après, pareil, on a une marge qui est avec chacun de nos éditeurs la même. Donc après, il y a à chaque fois les, les différentes marges pour chaque interlocuteur et du coup, l'éditeur nous le vend à un prix qui est fixé dès le départ en fonction du prix public conseillé, quoi, finalement. Ok, en fonction de chaque éditeur, en fonction du jeu, en fonction du projet, le prix n'est pas le même, quoi. Oui, alors les marges sont les mêmes, mais après, effectivement, selon si le jeu est à 10 euros en prix public ou à 40 euros, forcément, nos prix d'achat vont être différents. Est-ce que, donc, avec tout ce que tu fais, est-ce que toi, tu as le temps de jouer? Eh bien oui, encore pas mal. Alors plutôt à nos jeux finalement que des jeux, et plutôt des prototypes que des jeux édités et d'autres éditeurs ou d'autres distributeurs. Parce qu'en fait, ben, vu qu'on a une quarantaine d'éditeurs partenaires et qui ont chacun un, deux, trois jeux qui sortent pour 2023 ou 2024, déjà oui, pour 2024. Donc il y a finalement rien qu'avec ces jeux-là, une centaine, un peu plus de 100 jeux à jouer et sur lesquels on doit se positionner sur les quantités à prendre et voilà, donner un petit peu notre ressenti. Donc, il y a déjà tous ces jeux-là. Plus après, je m'occupe en partie de la sélection des nouveaux éditeurs et je teste aussi les jeux que l'on est susceptible de prendre en localisation. Donc, là aussi, on a énormément de propositions, donc pas mal de jeux également à jouer. Donc finalement, je joue toujours beaucoup, mais plutôt dans le cadre professionnel et à des prototypes. Et après, quand c'est personnel et en dehors, ben là, surtout sur des jeux à deux avec ma compagne ou sur des jeux d'ambiance en famille, enfin, vraiment ambiance style Top 10, Just One, Codename, voilà, non, c'était des jeux d'autres distributeurs ou sinon ben, amateurs de jeux de cartes comme la Coinche. Et est-ce qu'il y a des fois, tu reprends bah, des jeux que vous avez testés et que tu peux les amener chez toi en famille à tester à côté ou pas du tout? Si, oui, souvent ben, c'est important ben, nous de se faire un premier avis entre personnes de l'équipe. Mais après, ben, selon le type de jeu, l'important est surtout de pouvoir voir avec le public qui correspond, si le jeu plaît bien au public principalement concerné. Donc, quand il s'agit d'un jeu enfant, ben, je le ramène à la maison pour pouvoir jouer avec mon fils ou des amis qui ont des enfants de cet âge-là. Quand c'est un jeu plutôt familial, ben, avec différents groupes d'amis. Donc voilà, ça va dépendre du type de jeu, mais je suis pas forcément gros joueur. Donc quand il s'agit de jeux plutôt experts, ben là, ça va plutôt être d'autres personnes de l'équipe qui vont les ramener et eux pouvoir jouer avec des personnes qui sont plutôt amatrices de ce type de jeu-là. Ok. Et du coup, bah, tu as une famille de joueurs alors? Pas plus que ça, on joue, mais mon fils, bah, pourtant qui baigne dedans depuis tout petit, n'est finalement pas très joueur. Il préfère utiliser le matériel pour en faire autre chose que de jouer réellement au jeu. Donc voilà, Ok. on joue, mais pas forcément à des jeux de société moderne, mais plus à des jeux de cartes quand on est en famille. Ok. Et du coup, le jeu que vous testez sur place, il faut qu'il soit testé par combien de personnes à peu près pour que ça soit validé? En fait, comment ça se passe tout le processus? Ben, on a travaillé de différentes façons là, ces dernières années. Où mais c'est vrai que les commerciaux étant sur le terrain, constamment en contact avec les boutiques, bien, ça nous semblait important
j'ai pu jouer au jeu très tôt, donner leur avis, donner leur ressenti et être partie prenante dans la décision. Donc à un moment donné, on jouait, puis quand le jeu nous semblait intéressant, on faisait jouer l'équipe commerciale. Et finalement, on est un petit peu revenu là-dessus et aujourd'hui, on teste plutôt en équipe très réduite et on prend les décisions très rapidement parce qu'en fait, c'est difficile dès qu'on commence à faire jouer beaucoup de monde, ben, il y a forcément quelqu'un qui va avoir un avis un peu moins bon sur le jeu, donc qui peut prendre les devants au niveau des décisions. Donc, on veut finalement être plutôt sur un ressenti et voir ce qui se dégage du jeu et l'ambiance qu'il génère sans trop l'analyser et sans se dire, tiens, enfin, sans réfléchir à tout de A à Z au niveau mécanique et thématique et se dire, tiens, est-ce que ça serait mieux comme ça ou est-ce que ça serait mieux comme si? C'est vraiment jouer comme si on était vraiment une personne qui prend juste un jeu pour prendre du plaisir. Et justement, est-ce qu'il nous procure du plaisir? Est-ce qu'il procure des sensations? Est-ce qu'il amène quelque chose, enfin, une certaine fraîcheur et quelque chose de nouveau? Donc, on essaie justement de garder cette fraîcheur, de jouer pour jouer. Et si le jeu nous procure des sensations et qu'on a envie d'y revenir, c'est plutôt bon signe et c'est plutôt, dans ce cas-là, à partir de là, on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'en tirer la quintessence et faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible et quelles quantités peuvent être justifiées en face. Là où si un jeu, aussi bon soit-il, mais qui ne qu'on n'a pas l'impression qu'il amène quelque chose de nouveau ou qu'il ne nous procure pas forcément d'émotion, dans ce cas-là, on va plus facilement se dire que ce n'est pas la peine de le faire et voilà, on peut dire non. Ok. Et du coup, donc ton parcours, tu as commencé au tout début où tu avais ta voiture avec tes jeux de société et tu allais voir toutes les boutiques. Tu as réussi à créer ton local avec les personnes et à embaucher de plus en plus de personnes. Et donc là, aujourd'hui, tu arrives avec 30 ou 35 salariés dans la boîte. Est-ce que tu es heureux du parcours que tu as fait jusque-là? Oui, c'est toujours ce qui est agréable, c'est d'avoir pu faire cela en étant entouré de personnes que j'apprécie, puis que les personnes qui m'ont rejoint, d'autres personnes nous ont rejoint et que l'on apprécie tous. Idem dans la relation avec nos éditeurs ou les boutiques, on a pu conserver malgré finalement le fait de changer un petit peu de dimension, la même relation avec chacun de nos partenaires. Donc c'est ce qui est agréable dans cette évolution, c'est que forcément quand on fait quelque chose, on espère que ça puisse marcher, au départ de pouvoir que ça puisse devenir. Alors au tout début, c'était même pas l'envie et le souhait, parce qu'on pensait pas que ça pouvait être possible et c'était plutôt un à côté. Mais après, à partir du moment où on se dit ah tiens finalement ça peut peut-être marcher, faire en sorte que ça puisse devenir un métier, puis que ça puisse commencer à faire vivre correctement, puis de pouvoir embaucher des personnes et qui puissent en vivre correctement. Donc tout ça, c'est vrai que c'était bien de pouvoir évoluer de la sorte et après de pouvoir constamment, enfin ce qui nous guide et ce qui nous motive au quotidien, c'est le fait de pouvoir faire cela en satisfaisant au mieux nos éditeurs et nos différents clients. Donc voilà, on continue finalement, quelle que soit la taille, avec cette même volonté de faire au mieux pour nos différents partenaires et nous de prendre du plaisir au quotidien dans notre travail. Donc c'est en ça aussi par rapport à la construction du nouveau local qu'on a pu faire récemment, qu'on a essayé de tenir, de bien prendre en compte les desiderata un petit peu de chacun et de se dire, tiens, qu'est-ce qui peut être le plus sympa après à vivre au quotidien, donc de quoi on a besoin pour être dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, quels sont les futurs projets de la boîte? Et est-ce que toi, tu aimerais continuer dans le jeu de société ou tu aimerais être amené à autre chose ou pas du tout? Non, c'est vrai que dans la boîte, le but, c'est de pouvoir continuer un petit peu de la même façon qu'au cours de ces 16 dernières années, pouvoir continuer à prendre du plaisir au quotidien et à faire en sorte que nos éditeurs et les différentes boutiques avec lesquelles on travaille soient contents de travailler avec nous. Donc pour ça, c'est continuer un petit peu de la même façon et toujours tout en se renouvelant constamment. C'est-à-dire que
je disais précédemment, le but, c'est de toujours trouver une façon d'être, de suivre, enfin, pas de suivre d'ailleurs, d'amener une nouvelle tendance, de ne pas être en retard. Et donc, il y a certaines choses, notamment tout ce qui est lié à l'informatique ou à tout ce qui peut être tablette, choses comme ça, c'est pas forcément ma spécialité, loin de là. Donc, je fais plutôt en sorte, là aussi, de m'entourer de personnes qui sont susceptibles de savoir s'il peut y avoir des tendances là-dessus ou sur des types de jeux sur lesquels on va être moins compétent à la base et de pouvoir justement bien être à la hauteur de ce que l'exigence de la professionnalisation du secteur demande désormais. Voilà, après, il n'y a pas forcément de grands changements envisagés quand on ne se dit pas, tiens, demain, on voudrait faire distribuer tel type de référence qui soit autre que du jeu de société ou tiens, on voudrait racheter une autre société ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas forcément de changements principaux par rapport au fonctionnement actuel. Et moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à jouer et à être dans ce milieu. Donc, non, c'est un plaisir de pouvoir continuer à développer au mieux de la croix. Oui, donc tu resterais dans le monde du jeu. Voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Du coup, donc c'est des joueurs qui nous regardent. Moi, je voulais savoir quel était à toi ton type de jeu et quel serait ton jeu du moment. Parce qu'on a tous des jeux préférés, mais on a souvent un jeu du moment, parce que peut-être dans un mois, on va changer de jeu. Oui. C'est vrai que moi, un de mes jeux préférés a toujours été le premier jeu finalement qui a amené tout ça, c'était Leader One, donc le jeu de cyclisme d'Alain. J'ai malheureusement plus, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait une partie et ce que je regrette. Donc on joue au crack, là, un nouveau prototype qu'il a fait, mais pareil, je n'en fais pas assez de parties. Type de jeu en termes de jeu à deux, j'aime bien les jeux comme Drôle de zèbre, Kauna, Shoten Toten, Famiglia, Jaipur, dans ceux auxquels je joue beaucoup, Sobek, dans ceux District Noir, là, dans ceux qui sont sortis récemment, ou Jekyll versus Hyde. Donc, je suis assez amateur de jeux à deux. D'ailleurs, dans les prototypes de nos éditeurs qui nous ont été montrés récemment, il y en a plusieurs qui me plaisent beaucoup, donc j'ai hâte d'aller voir avancer et sortir. En jeu du moment, là, je joue beaucoup à Animalia, qui vient de sortir chez la boîte de jeux, et à Mind Up, qui va sortir très prochainement là, chez Catch Up Games. Donc voilà un petit peu les jeux du moment. Et puis un petit casse-tête, mais qui n'est pas un jeu, c'est Shashibo. C'est quelque chose que l'on va distribuer d'ici quelques mois. C'est pas un jeu de société, c'est plus un objet un petit peu déstressant ou une casse-tête où on peut représenter 72 formes différentes. Et donc, j'ai un petit peu toujours ça sur le bureau et à en faire. Et voilà, vu que j'en ai récupéré deux avec mon fils, on fait en sorte de faire les figures le plus rapidement possible. Donc, voilà. Ok. Et du coup, je vais revenir donc aux études que tu as fait à la fac de sport, que tu as fait management sportif. Est-ce que tu trouves que ça t'a été utile dans tout ce que tu as fait par la suite ou pas du tout? Mais sur la partie, sur ma licence qui était plus liée à l'enseignement, enfin, qui était plutôt destinée à être professeur de sport, ça pas spécialement. Par contre, c'est au niveau du management, au niveau du master, qui était un master de management du sport, où là, il y avait finalement pas mal de matières qui m'ont été utiles par la suite, que ce soit un petit peu en termes il y avait des choses liées à l'informatique, à un petit peu d'administratif, des choses après, les projets en tant que tels, eux, ont été forcément très, très importants dans la suite, enfin, dans la création de la société. Voilà, et puis après, des choses aussi liées à des introspections, des choses comme ça que l'on devait faire et qui m'ont permis de savoir un petit peu plus ce qui me faisait envie et ce qui était susceptible de me motiver et m'enthousiasmer au quotidien. Et parce que ça t'a permis aussi de pouvoir manager une équipe.
Alors, j'étais pas forcément, enfin, c'était effectivement du management du sport, mais oui, c'était pas forcément le terme management dans le sens de manager une équipe. Donc, non, à ce niveau-là, ça s'est plus fait finalement après au jour le jour, même si ben ça n'a pas été. Enfin, on est une boîte où il n'y a pas forcément une hiérarchie, enfin, c'est plutôt un système horizontal et il n'y a pas forcément une grande hiérarchie entre les personnes. Et même si je suis président en termes de fonction, je n'ai pas du tout je suis pas du tout patron en tant que tel. Voilà, ça a été plutôt dans les personnes qui nous ont rejoints et de qui je me suis entouré. euh, que le choix a été important et où là, c'est quasiment que des personnes, c'est même que des personnes très, très autonomes, très leaders. Chacun a un bon caractère et pas mal de sportifs, enfin, quasiment que des sportifs et avec, pour la plupart, entraîneurs d'une équipe de sport ou capitaine de leur équipe quand, quand ils font ou quand ils faisaient du sport en question. Et aussi, la plupart ont eu ou ont encore une société à côté. Donc voilà, il y a un côté très, très autonome de chaque personne de l'équipe. Donc, ce qui fait qu'en soi, il n'y a pas forcément. Enfin, le management est plus facile vu que tout le monde est hyper impliqué dans son travail, dans ce qu'il fait et que chacun, ben, en fait, s'il est à tel ou tel poste, ben, c'est qu'il est jugé comme étant plus compétent que moi, notamment sur le poste en question. Donc après, ben, regardez, on est là pour accompagner et donner un avis si nécessaire. Mais après, voilà, chacun s'occupe vraiment de sa partie lui-même. Tu as réussi en étant accompagné à créer la boîte jusque-là. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour les dépasser? Euh, En travaillant, on va dire, et en prenant plutôt les choses du bon côté et finalement en se disant que quand tout allait bien, c'était facile et il fallait continuer un petit peu de la sorte. Et à l'inverse, quand les choses pouvaient se passer moins bien ou quand il y avait des obstacles, euh, c'est la vie. Et puis, comment faire pour remédier à cela si ça peut être un problème de notre part et faire mieux la prochaine fois, ou au contraire, quand c'est quelque chose qui tombe comme ça sans forcément être prévu, là, se dire, voilà, qu'est-ce qui peut permettre de compenser ça et de faire que finalement, même sans ce jeu ou sans cet éditeur ou sans travailler avec telle ou telle personne, finalement, on pourra faire encore mieux parce qu'on va faire un petit peu différemment. Donc, c'est pas mal d'adaptabilité, enfin, ouais, d'être flexible et puis de travailler et voilà, de chercher ensemble. Et plus l'équipe a grandi, plus se dire, tiens, quelque chose sans pouvoir être susceptible de poser problème, tiens, réunissons-nous et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on passe au-dessus de ça et que finalement on en ressorte plus fort et voilà, que chaque nouvel obstacle, finalement, c'est plutôt une façon de grandir et de progresser. Donc, c'est un petit peu cette philosophie-là et on fait en sorte de, de prendre en compte, enfin, dès qu'un obstacle peut arriver, finalement, pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plus comme une façon d'apprendre et de grandir. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Que ce soit pour des éditeurs, quand un éditeur a pu nous quitter, se dire tiens, quelle catégorie de jeux il représente, là où constamment, depuis des années, c'est plutôt non, on ne prend plus de nouvel éditeur, non, on ne prend plus de nouvel éditeur parce qu'on trouve déjà qu'on a un catalogue assez large. Donc, quand euh, il a pu se passer des moments où un éditeur nous quittait, enfin, était sur le point de nous quitter, et nous l'annoncer, là, plutôt que de voir ça comme un côté négatif, se dire, tiens, quelle catégorie, quel jeu il avait, quel jeu il était amené à sortir, et donc, tiens, qu'est-ce qui pourrait permettre de bien compenser cela. Et à chaque fois, ça a été, il y a eu deux moments comme ça où des éditeurs assez importants ont pu nous quitter, et donc à chaque fois, on en a profité pour essayer de trouver des éditeurs qui compenseraient ce départ, et en se disant, plus que compenser, qui pourraient permettre de remplacer avantageusement et de faire en sorte que finalement, on serait encore plus fort après le départ de l'éditeur en question.
Donc, il y a eu sur cet aspect-là, et puis après, sur l'aspect Covid, quoi, par exemple, aussi, qui est facile à comprendre pour tout le monde, vu que tout le monde l'a vécu, bah là, plutôt que de se dire, bah, tiens, on peut plus rien faire, bah, attendons ou ne faisons rien, ou prenons notre mal en patience, ou au contraire, enfin, pleurnichons et essayons de dire que c'est pas de notre faute, bah, là, c'était plutôt se dire, bon, bah, voilà, il y a ça qui arrive, mais ça peut entraîner des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de découvrir le jeu de société. Et donc, bah, faisons en sorte d'avancer sur ces. Prenons le temps aussi, au moment au début où on ne pouvait pas forcément faire grand-chose, bah, de rattraper le retard qu'on pouvait avoir sur certains, et dans le travail quotidien, et dans certains projets qu'on mettait un petit peu de côté en se disant, mince, là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc là, bah, profitons de cela pour enfin, avancer sur ces projets-là. Et puis après, profitons aussi de cette période très nouvelle et inconnue pour bah, créer une nouvelle chose et nous réinventer. Et peut-être que demain, parmi ces choses-là, bah, il y en a qui pourront être réutilisées. Alors, ça peut être le cas, par exemple, des formations par visio, des choses comme ça. Donc, on a pu s'outiller en conséquence et présenter les jeux d'une façon différente. Donc, le but, c'est pas de garder ça. Après, c'est de continuer. Le mot adapter, adaptation revient souvent parce que là aussi, c'est s'adapter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, on pouvait faire que ça, donc on ne faisait que ça. Mais par la suite, c'était pas se dire, bah, tiens, vu que ça marche bien et que finalement on est en progression, bah, continuons de faire que comme ça. Ça, ce n'est pas ce qu'on souhaitait parce qu'on se disait, bah, OK, ça peut être un plus, mais l'important par rapport à l'objet qui nous lie, c'est-à-dire le jeu de société, eh bien, enfin, l'important, c'est que les gens se retrouvent autour de la table, puissent tester le jeu, toucher, voir le matériel, et donc ça reste ce qui est le plus important. Donc voilà, ce côté présentation en direct, que ce soit par les commerciaux sur le terrain, lors de formation professionnelle ou sur les festivals, bah, ça reste le cœur des présentations de jeux, mais voilà, après, le côté visio peut aussi être intéressant dans certains cas. Quelles sont les personnes que tu me commanderais d'interviewer? Je réfléchis et je te dis ça, je t'envoie un mail pour te dire ça. Ok, super, merci. Et quels sont tes conseils que tu donnerais pour une personne bah, voilà, qui voudrait bah, créer la boîte que tu as créée? Quels sont les conseils voilà, que tu donnerais aux joueurs? C'est pas évident parce que en fait ce que j'ai fait et ce qu'on a fait finalement Black Rock Games, c'est à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire à la base, c'est-à-dire que on s'est lancé dans l'édition on s'est lancé dans l'édition déjà sans avoir les compétences pour. Après, on s'est lancé dans on a édité notre jeu sans avoir de distributeur, ce qui est plutôt aussi une grosse erreur. Puis on a commencé de distribuer, mais sans avoir de locaux, sans avoir de connaissances au niveau logistique ou choses comme ça. Euh, donc en soi, c'est jamais évident je trouve, de donner des conseils parce que bah, chaque projet est différent, tout dépend des personnes, tout dépend de comment ils sont entourés, de la motivation qu'ils ont. Donc le but, c'est surtout bah, d'aller au bout de ce que l'on souhaite à partir du moment où on prend plaisir à le faire et où l'entourage aussi suit et le voit d'un bon œil, ben, qu'il faut aller vraiment au bout de ses idées et par contre écouter, c'est-à-dire que ben, aujourd'hui, toujours, alors là, je parle beaucoup en l'occurrence, mais généralement, j'écoute plus que je ne parle. Et ben, notamment les premières années, c'était captivant quoi, de découvrir toutes les personnes qui composaient ce milieu du jeu et d'écouter leur parcours, de pouvoir leur poser des questions et d'apprendre un petit peu des parcours de chacun. Donc voilà, être vraiment à l'écoute et de tout, aussi bien des choses qui ont pu être positives par la suite, enfin, et à de beaux projets, que de ce qui a pu amener à des échecs, parce que c'est souvent aussi en essayant de comprendre bah, ce qui a pu faire qu'un projet ne fonctionne pas, qu'on peut éviter de faire certaines erreurs ou de vite réajuster. Voilà, donc il y a ces petites choses, mais
Mais après, c'est surtout de faire quelque chose que l'on a envie, de s'entourer de personnes que l'on apprécie et voilà, de prendre plaisir à faire ce que l'on fait et de travailler, quoi, qu'après ça tombe pas tout seul et que il faut euh, faire au maximum et à partir du moment justement où on prend plaisir à le faire, c'est pas du tout une contrainte, bien au contraire. Promis, c'est la dernière question. Qu'est-ce que pour toi un joueur et qu'est-ce qu'un bon joueur? Euh, Alors, un joueur, c'est quelqu'un qui va apprécier l'interaction sociale, enfin, genre de jeu de société, même s'il y a beaucoup de jeux qui peuvent être calculatoires ou choses comme ça, et où on va se poser sans forcément avoir beaucoup d'interaction. Mais le jeu, au sens large, c'est surtout s'asseoir autour d'une table, prendre plaisir à au moment que l'on va passer ensemble, un petit peu loin de tout ce qu'il peut y avoir en dehors de cette table-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément penser au travail, à ce qui se passe dans la société ou autre, on va être vivre le moment présent et du jeu. Et après, dans le bon joueur, c'est celui qui va vraiment là aussi vivre le moment et pas tout analyser, prendre du plaisir à faire ce qu'il fait, chambrer un petit peu, euh, voire beaucoup. Mais si on perd, avoir envie de rejouer et non pas se trouver des excuses. Mais voilà, le côté un petit peu comme dans le sport, en fait, je retrouve un petit peu dans le jeu de société ce qui me plaisait dans les sports collectifs, c'est-à-dire le côté vivre quelque chose ensemble et, euh, et un petit peu se chambrer, le côté compétition quand même d'un jeu, c'est-à-dire que je préfère si je gagne, enfin, j'aime bien si je gagne écraser les autres et j'aime bien si je perds, enfin si je vois que je joue pas bien, j'aime bien me faire laminer. Et voilà, j'aime pas trop quand jouer à moitié ou pour faire plaisir à l'autre, le laisser gagner ou que l'autre me laisse gagner. Voilà, je n'aime pas trop ça. Donc j'aime bien ce côté compétition quand même dans le jeu, mais voilà, avec un côté rigolo. Ok, ben merci pour ce partage, Johan. Je Merci à pense que vous toi. avez un site internet BlackRock, Oui, tout à fait. donc je le mettrai en lien sous Ouais. cette description. Et bah voilà, encore merci pour cette interview. Eh bien, merci à toi.